Le journal. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à cette principale édition d'information de la soirée. Je suis Ferdinand Diteboumou pour vous informer. D'abord, les titres du journal. Point de presse cet après-midi à Libreville des ministres de l'Intérieur et de la Santé. Objectif, sensibiliser les populations gabonaises sur la deuxième vague de contamination de la Covid-19. Inquiet face à la mutation du virus dans le monde et au relâchement des gestes barrières des populations, le pays se tient prêt à muscler sa riposte et à se reconfiner. Arrêt de gratuité de transport Transurb. Le directeur de cette société dément l'information relayée depuis quelques jours à Libreville. Et puis rideau sur les travaux de la Task Force sur l'élaboration du futur plan stratégique de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Dans ce journal, le point avec Raïmou Savre. Enfin, Bonguidi Sport, le représentant du Gabon en Coupe de la Confédération sollicite l'aide des autorités pour mieux aborder la suite de la compétition. Des précisions avec Berclet Lecobat. La santé en ouverture donc de ce journal, avec la sensibilisation des populations sur les risques d'une deuxième vague de contamination au coronavirus, qui a fait l'objet donc d'un point de presse cet après-midi à Libreville, des ministres de l'Intérieur et de la Santé, Ahmad Beni et Baka. Il fallait s'y attendre, car le coronavirus circule toujours dans notre pays. Et selon les scientifiques, les 1/3 des cas positifs recensés ces derniers mois sont importés, dont 90% de ces malades viennent d'autres pays africains. Des pays africains qui, à l'heure actuelle, font face à une deuxième vague plus chaotique du virus. Inquiètes de la situation, les autorités gabonaises comptent battre le fer à temps. Lambert Noël Mata, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Le gouvernement, toujours soucieux de la santé des populations, entend au nom du principe de précaution, utiliser la même rigueur pour freiner la propagation du virus. Car cette seconde vague, plus contagieuse et plus meurtrière, peut plonger notre pays dans une profonde détresse. Ces mesures que chacun de nous a suffisamment intégrées en soi, dont l'efficacité n'est plus à démontrer, participeront à freiner le regain de contamination observé depuis quelques semaines. Selon les premières estimations, les nouveaux variants de la Covid-19 sont plus transmissibles et donc pour retarder leur propagation et leur arrivée sur le territoire national, en attendant la campagne de vaccination annoncée par le chef de l'État, le gouvernement insiste sur le respect des gestes barrières au risque de subir d'éventuelles sanctions. Face donc au constat d'augmentation des cas, le gouvernement invite les uns et les autres à la responsabilité et à la prudence, eu égard à cette crise sanitaire sans précédent. Nous indiquons que pour nous assurer du respect par tous de ces mesures, les forces de défense et de sécurité ont été instruites et qu'au-delà de la sensibilisation, la phase de sanction va suivre pour faire face au relâchement, à l'insouciance et à l'incivisme dont font montre beaucoup de nos compatriotes. Le président de la République, dans un tweet, indique que le Gabon continuera à faire preuve d'anticipation et appliquer le principe de précaution tout en travaillant activement à la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. Et puis, inquiet face à la mutation du virus dans le monde et au relâchement des gestes barrières des populations, le pays se tient prêt à muscler sa riposte et éventuellement à se reconfiner suite à la hausse de contamination enregistrée par le COPIL ces derniers mois. En décembre, par exemple, 347 cas ont été testés positifs à la Covid-19. Et depuis le début de ce mois de janvier 2021, 123 personnes ont été déclarées positives au coronavirus. Le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang-Dong, au micro d'Ahmed Beni et Baka. Nous constatons cependant un relâchement de la population, un relâchement des gestes barrières au moment où nous devons faire preuve d'extrême prudence avec la découverte des nouveaux variants de la Covid-19 dans plusieurs pays. En effet, dans la rue, dans les quartiers, les bureaux, les commerces, les marchés, la population porte de moins en moins les masques. De même, les cérémonies de toutes sortes sont organisées sans aucun respect des mesures barrières et des protocoles sanitaires. Non, la
pandémie n'est pas finie. La pandémie n'est pas derrière nous. Elle sévit encore durement parmi nous au regard du nombre de décès et d'hospitalisations enregistrés ces 2 derniers mois. C'est pourquoi nous vous interpellons pour une nouvelle prise de conscience par le respect des gestes barrières, car un durcissement des mesures de restriction ou un second confinement pourrait être rapidement décrété au regard de la tendance haussière de la pandémie. Oui, plusieurs pays ont décidé de confiner à nouveau leur population à cause de la flambée épidémique liée à l'incivisme de la population. Pour cela, notre pays ne peut pas se permettre d'observer sans agir. Agir pour la protection des populations, agir pour la santé des plus vulnérables. À cet effet, le président de la République, chef de l'État, lors de son dernier discours à la nation, a instruit le gouvernement à élaborer un plan national de vaccination. La finalisation de ce plan national de vaccination est en cours, ce qui permettra à notre pays de disposer d'une stratégie nationale de vaccination efficace, seule arme aujourd'hui pour éradiquer la pandémie de la Covid-19. La survenue d'une nouvelle flambée épidémique obligera le gouvernement à un reconfinement. Et puis la pandémie de coronavirus que beaucoup croyaient disparue regagne progressivement du terrain, notamment en Afrique, où certains pays, à l'instar de l'Afrique du Sud et le Nigeria, ces 2 pays enregistrent déjà des contaminations à la variante anglaise, d'où la nécessité pour la rédaction de Radio Gabon de tirer la sonnette d'alarme sur le relâchement des populations observées dans le pays et qui entraîne une légère hausse des contaminations. Ahmed Ryan Djengi. En dépit des mesures dites barrières édictées par le gouvernement pour contrecarrer l'évolution du virus au Gabon, un relâchement a été constaté dans les habitudes des populations au quotidien, dans les transports en commun, dans les bars censés être fermés ou encore dans ces cérémonies qui ne tiennent que très peu compte des gestes barrières. Le risque de contamination, hélas, demeure encore très important. La croissance progressive du nombre de contagions pourrait bien amener le gouvernement à ordonner à nouveau des mesures plus strictes pour ralentir la progression de ce virus. Car en effet, à l'image de plusieurs pays en Afrique qui ont choisi de se reconfiner, le Gabon pourrait bien leur emboîter le pas si la population venait à ne pas se ressaisir. Sinon, comment comprendre qu'il y ait encore des tenanciers de bars qui excellent dans l'incivisme en ouvrant leurs maquis en cachette, ce malgré la mesure d'interdiction en vigueur? Et que dire de ces transporteurs urbains qui excèdent le nombre de passagers recommandés sous prétexte de vouloir gagner de l'argent? Mais à quoi donc servira cet argent une fois mort? Car oui, il faut le dire, la Covid-19 peut entraîner la mort si on présente des comorbidités. À ce moment, quelle est donc l'utilité de braver les mesures de restriction si ce n'est de mettre sa vie en danger et celle des autres? Une chose est sûre, face à l'urgence sanitaire actuelle que constitue cette pandémie et sa variante anglaise, une attitude responsable s'impose à tous, notamment le respect stricto sensu des mesures barrières, dont le lavage régulier des mains ou l'utilisation d'un désinfectant, le port de masques recouvrant le nez et la bouche, sans perdre de vue l'application du couvre-feu qui demeure plus que jamais de rigueur et participe à sauver des vies. Et puis la Confédération gabonaise des syndicats libres a donné cet après-midi un point de presse à son siège dans Kaimbo. Un point de presse axé essentiellement sur la nécessité de relancer en 2021 l'activité économique du pays pour susciter notamment la création d'emplois en dépit d'un environnement assez difficile lié à la pandémie du coronavirus, avant donc de lancer un appel aux autorités du pays à se pencher sur la situation des universités gabonaises et des grandes écoles. Le message avait déjà été adressé au chef de l'État à l'occasion de la cérémonie des vœux au couple présidentiel par les organisations syndicales. Selon la Confédération gabonaise des syndicats libres, la pandémie de la Covid-19 apparue en 2020 a plongé le monde dans une crise sanitaire aux répercussions économiques négatives. Son secrétaire général, Jean-Claude Bekal. Le ralentissement de l'activité économique, la destruction de plusieurs emplois dans l'ensemble des secteurs d'activité, avec son corollaire, l'augmentation exponentielle du chômage. Comme si cela ne suffisait pas, certains employeurs mettent les salariés en chômage technique prolongé, sans concertation préalable avec les partenaires sociaux et en violation des dispositions de l'arrêté 0052/MEF-PDS du 10 avril 2020, fixant le taux d'allocation de chômage technique, notamment le maintien des rémunérations. Les organisations syndicales des travailleurs demandent au gouvernement de porter davantage son attention sur la zone économique spéciale d'Nkok, où plusieurs entreprises violent les droits des travailleurs, saluant la révision du Code du travail, la tenue du forum de la fonction publique et le recensement biométrique des agents de l'État. Les organisations syndicales des travailleurs plantent l'enjeu de 2021. Faire repartir l'activité économique pour susciter la création d'emplois
en dépit d'un environnement difficile. C'est pour cette raison que les organisations syndicales des travailleurs vous encouragent à accélérer les projets entamés depuis votre accession à la magistrature suprême avec un accent tout particulier sur la construction et l'entretien des routes, la construction des écoles. Au niveau de l'éducation, les organisations syndicales souhaitent la réouverture des écoles de formation des enseignants restées fermées aux internes depuis plusieurs années, à l'instar de l'école normale des instituteurs, l'école normale supérieure et l'école normale supérieure de l'enseignement technique. C'est également l'occasion de vous interpeller sur la situation qui prévaut dans les universités publiques et les grandes écoles du Gabon et qui nécessite votre attention. Dans la perspective de la tenue à Libreville en décembre 2022 du 4e congrès ordinaire de l'Organisation syndicale des travailleurs de l'Afrique centrale, qui se réunit tous les 3 ans, les organisations syndicales sollicitent l'appui du président de la République, d'autant plus que l'OSTAC avait été créé en 2003 à Bangui sous l'impulsion des chefs d'État d'Afrique centrale. Arrêt de gratuité de transport transurbain. Le directeur de cette société demande informations relayées depuis quelques jours à Libreville. Ahmed Ryan Zengi. C'est au titre des mesures d'accompagnement visant à atténuer les répercussions du confinement du Grand Libreville le 12 avril 2020 que cette gratuité de transport public avait été initiée. 9 mois après l'instauration de cette mesure, la gratuité de transport public est toujours d'actualité. Joël Lehman Sandougou, directeur général de la société Transurb. Sur instruction du chef de l'État qui avait décidé de la gratuité du transport, dans un premier temps des populations essentielles engagées dans la lutte contre la Covid-19, nous avons dû mettre en circulation l'ensemble du parc de Transurb. Et lors de l'allègement du confinement, le chef de l'État a décidé d'étendre cette mesure de gratuité à l'ensemble de la population librevilloise. Donc, à date, les bus sont encore gratuits en attendant une communication officielle du gouvernement. Conscient du fait que cette mesure ne saurait être maintenue, compte tenu de son impact économique, le directeur général de la société Transurb se projette déjà dans l'avenir et innove en adaptant sa stratégie commerciale. Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas éternellement maintenir le transport gratuit. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ça a un coût. Je fais une annonce en exclusivité. Il n'y aura pas de cash dans les bus. Ce seront des cartes chargeables par monnaie électronique. Chaque usager aura sa carte. Nous, ça nous permet de suivre en temps réel le nombre de passagers et les recettes dans chaque bus, sur chaque ligne et sur l'ensemble du réseau. Créée en janvier 2020 par ordonnance du chef de l'État, la société Transurb est la deuxième entreprise publique de transport terrestre après la Sogatra. 1 an après sa création, Transurb dresse son bilan. Nous sommes aujourd'hui à 9 millions de passagers environ, de passagers transportés, ce qu'il faut bien comprendre. Parce qu'à chaque fois qu'on nous pose la question et qu'on annonce les chiffres en termes de passagers, on dit mais c'est pas possible dans un pays d'1 million d'habitants, mais comment on peut transporter 9 millions de passagers? Mais quand vous prenez le bus 4 fois dans la journée, vous êtes considéré comme 4 passagers. Si la même personne prend le bus 10 fois, il sera considéré comme 10 passagers. À titre de rappel, le parc automobile de Transurb est composé de près de 200 bus opérationnels repartis dans le Grand Libreville qui comprend les communes d'Ovendo, Libreville, Akanda et Ntoum. Rideau sur les travaux de la Task Force sur l'élaboration du futur plan stratégique de l'Afrosai. Objectif atteint par les experts de l'organisation qui, pendant 2 jours, ont porté des réflexions sur la cartographie des parties prenantes, le questionnaire à soumettre aux parties prenantes, les indicateurs de performance et la première mouture du plan opérationnel 2022. Raymond Savo. La 5e réunion de la Task Force sur l'élaboration du futur plan stratégique de l'Afrosai, l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, a tenu toutes ses promesses. Félicité Zobo, responsable communication institutionnelle au secrétariat général de l'Afrosai. Nous avons pu déjà identifier quelques indicateurs. Il est question maintenant de rentrer dans nos pays respectifs pour collecter les données de base, identifier les données cibles. Nous avons également élaboré notre cartographie des parties prenantes externes parce qu'il faut comprendre que c'est un processus qui se veut participatif. Donc cette cartographie va nous permettre d'administrer à nos parties prenantes externes un questionnaire pour requérir leurs observations. Pour la première mouture du plan opérationnel de 2022, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que nous avons pensé qu'il fallait d'abord finaliser d'abord avec tout le processus de planification stratégique et voir dans quelle mesure le programme de travail de l'année 2020 pouvait être reconduit sur le premier semestre de l'année 2021. Donc d'ici à notre prochaine rencontre qui aura sûrement lieu au Kenya ou en Côte d'Ivoire
Nous allons nous pencher sur les activités prioritaires à mettre en œuvre à partir de 2022. Satisfait des travaux, le premier président de la Cour des comptes, président de l'Afrosaï, Gilbert Ngoulakia, a appelé les experts de l'organisation à poursuivre cette dynamique dans leurs différentes institutions supérieures de contrôle. Continuer à travailler pour le développement de nos pays respectifs grâce à l'action de nos IEC. Il faudrait que l'approche genre, il faudrait que la décennie de la femme soit mise en application dans tout notre pays et surtout dans tous les domaines d'activité. Depuis 2013, l'Afrosaï s'est enrichi de membres à vocation sous-régionale et continentale, la Cour des comptes de l'UMOA et la Commission de l'Union africaine. L'Afrosaï a été créée en 1976 à Yaoundé au Cameroun et regroupe en son sein 54 pays membres. L'assainissement des bassins versants de Libreville. Malgré la volonté des pouvoirs publics de trouver des solutions durables, le problème reste entier. L'urbanisation anarchique, le manque d'entretien de ces bassins versants, ajouté à cela l'incivisme des populations empêchant ainsi la circulation des eaux, d'où les inondations observées pendant les périodes de pluie. C'est le cas du marché du pont en bois, jouxtant l'échangeur de l'IAI. Le reportage est de Issa Steve Mefan. Jasmina, Marie-Madeleine et Pamela, des commerçantes. Faute de marché, elles exercent leur activité aux abords d'un bassin versant à leur risque et péril, de part et d'autre de l'échangeur de IAI. Une occupation des lieux n'étant pas sans conséquences. Si ça s'inonde, quand il y a les fortes pluies, ça s'inonde de tous les côtés, comme il y a beaucoup de saleté à l'intérieur. Si on arrange bien le caniveau, c'est bon, ça ne peut plus s'inonder. On a été victime de notre pont qui s'était vraiment effondré. Nous-mêmes, en tant que commerçants, on était obligés de cotiser afin de résoudre le problème. Ça s'inonde parfois jusqu'en haut là, c'est pas bien. On veut qu'on arrange parce qu'on fait les tickets à la mairie. Donc pour bien donner les tickets, l'argent des tickets, 500 000 francs, il faut que ça soit arrangé. Au petit marché du pont en bois de IAI, l'attention est portée de haut en bas vers la structure inachevée, une voie de canalisation obstruée par des déchets tant ménagers qu'industriels, l'installation anarchique des populations, des ponts et des canalisations inachevées favorables à la montée des eaux lors des grandes pluies. Philomène et Sheila, deux commerçantes qui en payent souvent le prix en dépit de leur présence répétée sur les lieux pour des raisons économiques. Les choses qui viennent de là-haut là-bas, et les roues de voiture, et les congélateurs, et les matelas, et tout ça là. Et c'est ça qui empêche que les eaux puissent bien couler. En tout cas, je ne sais même pas comment je peux appeler la rivière là. Ça entoure tout le 5e, donc ça revient de loin. Pour faire le travail, il faut d'abord sillonner tout le 5e arrondissement. Au constat, les canalisations servant d'évacuation des eaux sont soit inachevées, soit obstruées par les déchets et la poussée des hautes herbes. La délégation de la Commission nationale des TIP a procédé à la remise des sites entreprises, sites donc aux entreprises adjudicataires au lancement aujourd'hui donc dans la province du Haut-Ogooué de 2 lots de travaux d'extension des réseaux d'électrification des zones rurales et périurbaines sur l'axe Franceville-Coloville et Ndjogo, en présence du sous-préfet d'Ndjogo, Jean-Pierre Namba. Je vous propose d'écouter le directeur général de l'énergie, Aristide Ngari. Il est au micro d'Achille Mwanda-Moussouti, notre envoyé spécial. Nous avons dévoilé les panneaux qui annoncent la mise en œuvre du projet. Ce projet consiste en quoi? À tirer une ligne électrique à partir du poste de transformation de Yéné à Franceville et pouvoir alimenter 12 villages qui sont situés entre Franceville et Ndjogo. Donc principalement, c'est 50 km de lignes qui vont être réalisées, 12 km de lignes basse tension qui vont être réalisées pour alimenter les villages, et 12 transformateurs qui vont être posés. Les populations le savent, depuis 2012-2013, nous avons lancé un projet ici qui avait pour objectif de joindre au Konjap en passant par Okoloville et Ndjogo. Mais malheureusement, ce projet n'est pas allé à son terme. À la faveur de ce projet financé par l'État gabonais avec un prêt de la Banque mondiale, nous avons cru bon pouvoir parachever ce projet. Donc c'est pouvoir finaliser ce projet qui n'avait pas pu aller à son terme. Retour à Libreville avec les travaux du séminaire international Région Afrique francophone sur l'autonomisation économique de la femme catholique africaine. Les travaux donc qui se sont poursuivis aujourd'hui. Chansia ou Kologo.
Ce séminaire animé par l'Union des organisations féminines catholiques vise à rendre la femme autonome par des activités génératrices de revenus. Manfan Tondou, présidente régionale africaine de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. Nous avions besoin au sein de l'Afrique de capaciter les femmes. Nous jouons aussi un rôle assez important au sein de la famille, surtout par rapport à l'éducation et par rapport aussi aux valeurs culturelles. Pour arriver à cette autonomisation, la femme se doit d'avoir les outils nécessaires que l'on adapte au contexte, comme l'explique Essono, dont Julie Kael, conférencier. Il était question de leur donner les outils qui peuvent orienter les femmes dans les différentes activités qu'elles mènent, à voir dans quelle mesure elles peuvent s'autonomiser, non seulement dans la société, mais également dans le cadre religieux. Les outils et approches dépendent des aspects des normes sociales. Au sortir de cette conférence, les participantes ont pu acquérir les mécanismes d'autonomisation qui vont les aider à créer des projets de développement. Gladys Martial Manéo et Philomène Evini, participantes. L'autonomisation des femmes passe par l'égalité des sexes. Et c'est l'approche genre où les femmes occupent les mêmes places à parité. S'il y a 2 postes à promouvoir dans une entreprise, que les hommes prennent 2 et la femme 2. Pour que la femme puisse créer une entreprise, elle doit être autonome et elle doit chercher son autonomie. Et c'est ce qui a été ressorti de ce premier thème qui parle de l'autonomisation de la femme. Pour chercher son autonomie, il y a des actions à mener. Ce séminaire des femmes catholiques qui a pour objectif de donner aux femmes des clés pour son implication dans l'économie s'achève ce vendredi. Kulamutu, la capitale provinciale de l'Ouguelolo, vient de servir de cadre à la cérémonie de remise d'équipements aux populations vulnérables, cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales et du droit de la femme, Roger Mikala Manfumbi. Pour le compte rendu, Bertil Mouélé Talimani. Cette cérémonie, qui visait à remettre des équipements aux populations vulnérables vivant dans la capitale provinciale de l'Ouguelolo, a eu 2 temps forts. D'abord, l'allocution du secrétaire général du ministère des Affaires sociales et des droits de la femme qui est revenu sur l'intérêt que revêt cette action. Roger Mikala Manfumbi. L'objet de la présente cérémonie est la mise à disposition aux populations vulnérables de l'Ouguelolo d'un certain nombre d'équipements pour améliorer leur quotidien. L'acte de ce jour traduit, s'il en était besoin, une des priorités de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et du gouvernement conduit par le Premier ministre, Madame Rose Christiane Osuka Raponda, qui ont fait de l'encadrement multiforme des populations vulnérables un axe majeur de leur action. Le vœu ardent de Madame le ministre, qui m'a fait l'honneur de procéder à la mise à disposition de ces équipements, est qu'ils arrivent effectivement aux populations nécessiteuses. Ensuite, le geste symbolique de remise de kits scolaires et matelas, entre autres. Un geste qui a trouvé la satisfaction des bénéficiaires. Merci, Président, qui m'a donné le matelas et le drap, parce que je dormais mal, là. Là, j'ai déjà trouvé le lit, et je dors bien. Tsonga Michel, quartier Kungu. Je remercie Monsieur le Président de la République pour tout ce qu'il fait. Mais il a fait déjà beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire. Il faudrait qu'il continue à nous penser. Et je lui remercie. Merci. Je vais bien dormir parce que, bon, pour le matelas, là, de fois où on n'a rien, mais comme on a eu, ça nous fait vraiment honneur. Ce sont donc au total 100 matelas, 100 cartables garnis des fournitures et manuels pour tous les niveaux, 100 parures de draps, 100 serviettes et 100 cartons de cahiers. Et c'est par une visite guidée des locaux abritant les services de la famille et des affaires sociales que tout s'est achevé. Depuis Kulamutu, pour le compte de Radio Gabon, Bertie Mouélé Talamanti. Et puis l'actualité internationale de ce journal, ou pas de course, nous emmène en Ouganda, aux États-Unis et en Chine. Edgar Cabral. En Ouganda, une lettre du régulateur des télécommunications ordonne aux opérateurs de suspendre immédiatement tout accès à ces services, notamment Facebook, Twitter, WhatsApp, Signal et Viber, à 2 jours de la présidentielle dans ce pays. Fait assez curieux. Aux États-Unis, la tension monte à Washington à quelques jours de l'investiture de Joe Biden et de nouveaux appels à manifester commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Et la maire de Washington a demandé
aux Américains de participer de manière virtuelle à la cérémonie d'investiture de Joe Biden. La mobilisation contre le coronavirus continue dans la province du Hebei en Chine, où plus de 500 cas de contamination ont été signalés ces 10 derniers jours. Des mesures sanitaires qui s'étendent aux provinces voisines, et notamment à Pékin. Et nous voici en sport. Berkett, le Cobalt, bonsoir. Bonsoir Ferdinand, bonsoir à tous. Pour le cadrage de la Coupe de la Confédération, Bwengidi Sport sollicite donc l'aide des autorités avant son duel avec Salitas FC du Burkina Faso. Oui, besoin d'un appui financier pour affronter la suite de son parcours continental. Après l'accompagnement du ministère des Sports et de la Fédération gabonaise de football à hauteur de 105 millions de francs CFA en novembre dernier, juste avant son entrée sur la scène continentale, Bwengidi Sport souhaite bénéficier des mêmes largesses de la part des autorités et des bonnes volontés pour lui permettre d'affûter ses armes. Éliminé de la Ligue des Champions mercredi dernier par le TP Mazembe, le club gabonais peut rebondir en Coupe de la Confédération, une compétition qui passe par une double confrontation face au Burkinabé de Salitas FC les 14 et 21 février prochains. Football toujours et mauvaise nouvelle, un joueur ivoirien finaliste de la CAN 2012 au Gabon atteint d'un cancer. Oui, il s'agit du défenseur Souleymane Bamba, 35 ans, qui était avec la sélection des éléphants jusqu'à la finale perdue au tir au but face au Chipolo Polo de Zambie. C'est son club de Cardiff City FC en Angleterre qui l'a annoncé ce mardi, indiquant que le joueur allait temporairement stopper sa carrière. Formé au Paris Saint-Germain, le footballeur ivoirien va désormais entamer une chimiothérapie et sera accompagné par son club dans sa lutte contre la maladie. Un mot de basket pour terminer. 10 jours chrono pour redéfinir la pratique de la balle orange. C'est la première action du bureau de la Fédération gabonaise de basketball élu le samedi 19 décembre dernier. Ces moments d'échange appelés temps mort par le bureau fédéral se dérouleront en 2 phases. D'abord du 20 au 24 janvier au sein des 8 ligues provinciales et du 29 au 30 janvier à Libreville pour compilation. 10 jours chrono donc selon le communiqué fédéral pour pondre de manière collégiale les solutions visant la bonne marche du basketball gabonais et être en phase avec les nouvelles directives de la tutelle. Merci Berkett, les Cobalti, à demain. À demain. Voilà. Avant donc la page magazine de cette édition d'information, le rappel des titres qui l'ont constitué. Point de presse cet après-midi à Libreville, des ministres de l'Intérieur et de la Santé. Objectif, sensibiliser les populations gabonaises sur la deuxième vague de contamination de la Covid-19. Inquiet face à la mutation du virus dans le monde et au relâchement des gestes barrières des populations, le pays se tient prêt à muscler sa riposte et à se reconfiner. Arrêt de gratuité de Transurb, le directeur général de cette société demande information relayée depuis quelques jours à Libreville. Et puis rideau sur les travaux de la task force sur l'élaboration du futur plan stratégique de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Dans ce journal, vous avez suivi le point avec Raymond Savou. Enfin, Bwengidi Sport, le représentant du Gabon en Coupe de la Confédération, sollicite l'aide des autorités pour mieux aborder la suite de la compétition. C'était les informations de Berkett, les Cobalt. À présent, la page magazine de cette édition d'information Régis Meignier boucle ici l'acte 2 du bioportrait du premier président gabonais, Léomba Nkomida. Le Parlement territorial, qui accueille les élus de toutes les régions gabonaises, s'anime. Les débats contradictoires de grande facture opposent les partisans du Premier ministre Léomba, dorénavant à la tête du BDG et du gouvernement de la Jeune République, le bloc démocratique gabonais, et les députés de l'opposition, qui comptent des ténors comme Jean-Hilaire Obam et Jean-Marc Eko. L'année 1959 voit quant à elle la préparation active de l'indépendance, qui aboutit en 1960 à l'envoi d'une délégation de hauts cadres politiques gabonais en France en vue de la négocier. Négocier le transfert des compétences avec la France au profit du jeune État gabonais. Cette délégation, qui ne rentre pas les mains vides, s'entend proposer la date effective de ce transfert de compétences pour le 17 août 1960. Non sans qu'il y eut le choix préalable de son drapeau, son emblème tricolore vert-jaune-bleu conçu au lycée Michelet à Paris. Et le 17 août 1960 à minuit, dans l'enceinte même de l'Assemblée territoriale,
Léomba, qui n'est pas encore président de la République, proclame solennellement l'indépendance du Gabon, aux côtés de la classe politique gabonaise de l'époque et d'une importante délégation du gouvernement français commise à la tâche par le général de Gaulle et dirigée par André Malraux. La rédaction et le choix de l'hymne national se firent la même année, avant que n'intervienne le 12 février 1961 l'élection à la magistrature suprême de Léon Mba. 3 ans après, une discorde s'installe au sommet de l'État entre d'influents membres du gouvernement et lui, comme Jean-Hilaire Obama, Jean-Marc Eko et Paul Ngonjou, président de l'Assemblée nationale. Cette discorde débouche et induit le coup d'État de 1964 qui, dans la nuit du 13 au 14 février, emporte son régime, avant d'être rétabli dans ses fonctions par les troupes de la communauté venues de Boire en RCA, à la demande expresse du général de Gaulle et de son influent conseiller Focard. L'année 1958 marque effectivement et véritablement le début du processus politique ayant conduit le Gabon à l'indépendance, même si ce processus avait commencé plus tôt, en 1950. En 1958 donc, Léomba est élu Premier ministre, nous l'avons vu, chef du premier gouvernement issu de l'autonomie interne qu'avait amené avec lui le référendum qui se tint la même année. Le jeu politique ayant cours ces années-là est des plus complexes, d'autant que dans cette arène s'ébattent des forces politiques émanant de 4 partis, 4 bannières qui sont le BDG, le Bloc démocratique gabonais de Léomba et Paul Ngonjou, l'UDSG, l'Union démocratique et sociale gabonaise de Jean-Hilaire Obama et le Punga de René-Paul Souzat. Le multipartisme et la démocratie naissante étaient donc la réalité dominante de la vie politique du Gabon à cette époque du référendum et post-référendum. Les joutes et les débats contradictoires rythment la vie parlementaire, faisant quelquefois des empoignades entre les ténors du Parlement. Mais ce sont des débats de bonne facture, d'autant qu'il y a là d'anciens parlementaires français comme Jean-Hilaire Obama et Paul-Marie Ngonjou, dorénavant parlementaires gabonais. Tout cela étant la résultante d'une prise de conscience collective intervenue une année plus tôt en 1956 avec le vote de la loi cadre française qui avait organisé l'autonomie interne de tous les territoires d'outre-mer, ayant mis sur pied une assemblée territoriale dont l'élection se fit au suffrage universel direct, rompant de facto avec le suffrage capacitaire usité depuis la libération de la France en 1945. Cette assemblée avait les pleins pouvoirs pour désigner un conseil de gouvernement, présidé par le gouverneur représentant l'autorité républicaine française, en l'occurrence M. Digo jusqu'en 1957, que remplaça le président Léomba une fois élu Premier ministre en 1958. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.